Bonjour, et bienvenue à vous tous sur notre chaîne. La CIA a annoncé sur son compte Twitter la mise à disposition en consultation libre de quelques 930 000 documents déclassifiés, pour un total de 12 millions de pages. Il s'agit là d'une première. La CIA emboîte le pas du FBI et partage enfin des documents déclassifiés avec la population directement sur Internet. L'agence de renseignement américaine vient d'annoncer la mise en ligne d'un outil de recherche permettant de consulter quelques 930 000 documents déclassifiés, permettant de replonger ainsi dans 50 années d'histoire. Baptisé CREST, CIA Record Search Tool, l'outil est un moteur de recherche qui agrège photos, cartes, lettres, rapports confidentiels datant de 1947, année de création de l'agence, jusqu'aux années 1990. La majorité des documents ainsi partagés ont été rédigés pendant la guerre froide, puis à l'occasion de la montée en puissance des tensions au Proche et Moyen-Orient. La CIA partage également quelques documents sur des projets, avortés ou non, parfois étonnants comme le projet Stargate, qui visait à mener des expériences sur la télépathie. Ces documents étaient déjà disponibles par le passé, mais uniquement depuis 4 ordinateurs situés à la National Archive and Record Administration dans le Maryland. C'est Bill Clinton qui avait signé un décret de déclassification, qui contraint la CIA, depuis 1995, à rendre publiques ces archives, dès qu'elles ont plus de 25 ans. Pas moins de 8700 d'entre eux concernent directement ou indirectement l'Algérie. Dès février 1987, les États-Unis avaient anticipé une possible explosion sociale en Algérie. Dans un document intitulé « Les défis grandissants de Ben Jedid », du nom du président de la République d'alors, la CIA s'interrogeait sur la capacité du régime à gérer le mécontentement de la population. La crise économique a aggravé l'apparition de factions au sein du régime militaire, parti, gouvernement, explique l'agence américaine, qui s'oriente vers une lutte de clans au sein de l'appareil de l'État. Dans le même temps, les services de renseignement américains s'inquiétaient d'une fragilisation de l'ex-président Chadli en raison de la crise économique, lui qui a tenté un rapprochement en douceur avec les États-Unis, notamment à travers sa politique de réforme économique, à en croire le document. Dans le même temps, la CIA faisait état de tensions sociales, en grande partie liées à l'effondrement des recettes pétrolières du pays. En effet, l'agence relevait des actes de protestation violentes, notamment à Constantine et à Alger. À l'époque, le régime s'inquiétait aussi de l'influence grandissante de la confrérie des frères musulmans. Durant la même période, la CIA semblait accorder une grande importance au développement de la situation au Sahara occidental. Relatant les positions des belligérants, Maroc et Fonds Polisario, la CIA explique que ni l'un ni l'autre n'était en mesure de remporter une victoire militaire décisive, permettant de mettre définitivement fin au conflit. L'Algérie, qui soutenait déjà le processus d'indépendance du Sahara occidental, l'avait également compris. Ainsi, plutôt qu'une victoire militaire, le gouvernement misa sur l'épuisement du Maroc, lié au coût de la guerre et de la mobilisation permanente de près de 100 000 soldats, indique une note de la CIA, datée d'avril 1987. L'Algérie estimait donc que le poids économique du conflit aurait raison de la volonté marocaine, précise la même source. Cela dit, les différentes parties prenantes et l'Algérie semblaient bien conscientes de l'impasse de la situation et s'accordaient sur la nécessité d'une solution politique, poursuit la CIA. Ainsi, des négociations directes auraient eu lieu entre les gouvernements algériens et marocains, assure l'agence américaine. Dans le même temps, l'Algérie semblait proche d'un compromis, prévoyant une large autonomie du Sahara occidental inclus dans le Maroc mais sous une forme fédérale et sous tutelle des Nations Unies,
à en croire le document. Plusieurs documents de la CIA traitent de la relation entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale française. L'agence américaine évoque notamment l'importance de notre pays pour l'ancien dirigeant de la France, Charles de Gaulle, qui voyait en l'Algérie une porte d'entrée et de dialogue avec le mouvement des non-alignés. Avant l'indépendance, les services secrets des États-Unis s'intéressaient déjà à la guerre d'Algérie. En effet, un document daté du mois de février 1956 parle de la montée en puissance de la rébellion, anticipant une crise aux proportions majeures, alors que les événements connaissaient une accélération effrayante. La CIA relevait, par exemple, une forte adhésion aux forces du Front de Libération Nationale, FLN, avec jusqu'à 4000 rebelles dans les rangs, soit 6 à 8 fois plus qu'à la mi-1955. Plus généralement, l'agence de renseignement américaine surveillait les soubresauts des relations entre l'Algérie et la France au lendemain de l'indépendance. Maintes notes font référence à la coopération entre les deux pays, notamment à travers l'envoi de personnel coopérant en Algérie durant les premières années après la libération. Parallèlement, les États-Unis surveillaient de près les livraisons d'armes soviétiques à l'Algérie. En effet, une note secrète qualifiée de sensible décrit avec détail le déroulement de la cérémonie de livraison du premier sous-marin de l'histoire du pays post-indépendance, en janvier 1982. La CIA laisse entendre qu'elle avait une source extrêmement bien placée, en mesure de livrer ce genre d'informations, et cherchait donc à protéger son anonymat. Par ailleurs, de nombreuses notes datant de périodes diverses relatent les différentes livraisons d'armes soviétiques, notamment des missiles balistiques à moyenne portée. Par exemple, un des documents de l'agence américaine parle clairement d'une mission de survol de la région de la Cale en 1965, afin de détecter d'éventuelles rampes de lancement pour ces types d'armements. Le 14 septembre 1962, 9 mois avant le renversement du président Ben Bella par Boumedienne, un rapport de la CIA faisait état de la rivalité indiquée. L'autorité de Ben Bella et de son bureau politique ne sont pas ouvertement contestées, du moins pour le moment. Le chef de l'armée populaire algérienne, le colonel Boumedienne, et son personnel militaire sont cependant des contestataires potentiels, tandis que les opposants à Ben Bella dans les Ouyaya 3 et 4 retiennent leurs soldats et leurs armes. Ben Bella essaye de rassurer les intérêts européens, mais ces intérêts, ainsi que le gouvernement français, attendent des signes plus clairs de ce que sera son programme économique. En mars 1987, un rapport de la CIA sur les relations entre l'Algérie et le Maroc explique qu'aucun des deux pays ne souhaite de guerre. Le rapport évalue cependant quelques scénarios, avec par exemple l'hypothèse d'un envoi de guérilleros algériens de l'autre côté de la frontière, ou de bataillons armés pour soutenir le Polisario, le Maroc étant peu préparé pour gérer la première option en particulier. La CIA répète que si l'Algérie ne se lance pas dans ce genre d'initiative, c'est probablement pour éviter une guerre directe avec son voisin. L'agence évalue cependant les facteurs qui pourraient provoquer une guerre: détérioration économique, pression radicale à Alger, mauvais calcul militaire. L'agence liste aussi des options que chacun des deux pays pourrait utiliser pour faire pression sur l'autre. Pour le Maroc, raid surprise, faire planer des bombardiers au-dessus des régions clés. Pour l'Algérie, bombardement d'aérodromes, envoyer 2 ou 3 bataillons au nord du mur pour épuiser les défenses, mais se replier avant l'arrivée des renforts. Selon la CIA, l'Algérie surestime l'ampleur des relations entre les États-Unis et le Maroc,
tout geste militaire mettant en péril les efforts américains pour maintenir une relation cordiale avec Alger. Le 17 mars 1983, un papier intitulé Scénario de guerre entre Algérie et Maroc avait été diffusé à plusieurs dizaines de destinataires. Une large part du document reste classifiée, donc masquée, mais les destinataires, dont les noms sont apparents, sont des hauts représentants de l'État américain, Maison Blanche, Pentagone, Navy, administration. Plusieurs rapports font un état des lieux militaires de la guerre arabo-israélienne de 1973 et font mention de l'implication de l'Algérie aux côtés des pays arabes. Le 23 octobre 1973, à la veille de la fin de cette guerre et l'acceptation par l'Égypte du cessez-le-feu, un rapport fait état de l'attitude générale en Algérie, qui est une attitude de dégoût, en ceci que l'Algérie a, encore une fois, été trahie par l'Égypte. Le rapport indique que la plupart des Algériens seraient amers quant au fait que le cessez-le-feu était conclu alors que l'Algérie se battait contre Israël, et croiraient que la Syrie a été ruinée et trahie par l'Égypte. Le 30 août 1974, un rapport hebdomadaire fait état des difficultés créées par l'opposition de Boumedienne à l'inclusion de la Jordanie dans les négociations de paix, l'OLP étant selon lui le seul représentant légitime des Palestiniens. L'intransigeance de Boumedienne semble faire exclure tout espoir que l'Algérie agisse comme médiateur en cas de difficulté lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères égyptiens et syriens avec des représentants de l'OLP. En 1971, un télégramme à la Maison-Blanche de l'ambassadeur américain à Paris, M. Watson, reflétait les inquiétudes de Paris et de l'ambassadeur sur l'effet qu'aurait le commerce algéro-américain sur la France. L'ambassadeur écrit que le président Pompidou lui a affirmé les Américains étaient naïfs de penser pouvoir faire des affaires sur le long terme en Algérie. S'ils peuvent nationaliser les compagnies françaises, qu'est-ce qui les empêche de nous faire des crasses à l'avenir ? Écrit l'ambassadeur, s'inquiétant, si les Algériens peuvent nationaliser les compagnies pétrolières françaises en Algérie puis vendre la production à des compagnies privées américaines, pourquoi les Arabes saoudiens ne feraient-ils pas la même chose avec Aramco ? La crainte de l'ambassadeur est qu'un accord américain avec les Algériens cause une vague d'expropriation à travers le monde. Pour finir, il interroge, sur une note personnelle, comment pouvons-nous faire affaire avec des voleurs ? En 1986, un rapport de la CIA est consacré au problème de l'immigration en France. Ce rapport, qui étudie les politiques d'immigration française de manière générale, estime à cette époque le nombre de harkis originaires d'Algérie à 400 000, et le nombre de Beurs à 800 000, ces descendants de migrants étant définis comme des Arabes de deuxième génération nés en France, dont beaucoup ont la nationalité française, mais restent culturellement à part.